Alors bonsoir, et ravi de partager ce moment avec nos invités internationaux. Philippe l'a rappelé, ils ont traversé l'océan Atlantique pour venir jusqu'à nous. On en est vraiment très heureux parce que ça fait plusieurs années en fait que l'idée d'inviter Léa Abreu et Viviane Guimarães, on l'avait en tête. Et puis ils étaient très occupés, notamment à faire un formidable film qui s'appelle leur dernier long métrage qui s'appelle Le secret des Pernimps. Et donc, ce rêve devient réalité aujourd'hui. On est vraiment très, très heureux. Et voilà, je ne cache pas ce plaisir tout à fait particulier de les voir aujourd'hui avec nous à Fontevraud. Alors, pourquoi tant d'attente et tant de passion pour le cinéma d'Léa Abreu ? Eh bien, tout simplement parce que je crois qu'on est nombreux dans la salle à avoir découvert son cinéma en 2015, au moment de la sortie en France de son second long métrage, Le Garçon et le Monde, un film qui a vraiment marqué les esprits, qui a obtenu d'ailleurs le cristal du long métrage au Festival d'Annecy, et la même année le Grand Prix au Festival de Zagreb, un doublé qui dit bien les choses, parce qu'on découvrait un auteur qui avait fait des films précédemment, mais qu'on n'avait quasiment pas vu sur la scène internationale, qui d'emblée a un ton tout à fait particulier, une ambition formidable pour le film d'animation et une grande originalité formelle. Le Garçon et le Monde, pour moi, c'est l'un des premiers films, et peut-être le seul à l'endroit où il est encore aujourd'hui, à faire partager à tous les publics, et notamment aux enfants, mais pas que, à travers l'animation, une vision du monde contemporain dans sa globalité, une intelligibilité, on va dire, du monde contemporain, comment il va et comment il ne va pas, et qui s'adresse finalement à tous les publics, et notamment aux enfants, comme à des personnes à part entière, tout simplement, comme à des citoyens ou futurs citoyens responsables de la planète sur laquelle ils sont, sans donner de leçons, mais en posant les questions à l'endroit où elles doivent être posées. C'est un cinéma engagé, mais c'est un engagement qui dépasse, à mon avis, pour moi, une vision partisane des choses, mais pour rendre compte, effectivement, de façon globale, générale, d'un état de la planète. Donc c'est vraiment un film qui donne à réfléchir beaucoup, qui, d'un point de vue formel, est extrêmement original parce que, même s'il est dans le domaine du long-métrage, il convoque toutes les possibilités de l'animation formelle. On a l'impression de voir aussi bien des films d'Emile Cole que des films de McLaren ou autres. On a l'impression qu'il y a une palette comme ça, jusqu'à la peinture animée, qui est déployée pour nous. Et ça, je trouve que c'est aussi absolument formidable. Et puis, la dernière chose, c'est la virtuosité du scénario, qui n'est pas une virtuosité en l'air, qui est simplement formelle, mais qui est là aussi une façon de parier légitimement sur l'intelligence du spectateur, en le considérant effectivement que voilà, on peut dire les choses de façon complexe, on peut montrer la complexité du monde, pour rejoindre ce que disait Edgar Morin, et ça n'est pas, d'une certaine manière, c'est un devoir que de montrer le monde dans sa complexité, et le spectateur est là pour la recevoir, et il en est capable, même s'il est enfant. Même si, vous voyez, ce même n'est pas restrictif, loin de là. Je voulais aussi faire un clin d'œil particulier à Carole Desbarats, qui était tout à l'heure avec nous hier, voilà, qui est toujours là, Carole, parce qu'effectivement, Le Garçon et le Monde est un film qui a été inscrit au catalogue des enfants de cinéma. J'ai eu le bonheur de rédiger le cahier de notes sur le garçon et le cinéma. C'est pour ça que j'ai Le Garçon et le Monde. C'est pour ça que, l'ayant vu 20 fois, j'ai pu mesurer effectivement l'ampleur de cette œuvre. Voilà, c'est un film qui est au bon endroit en étant dans le catalogue des enfants de cinéma, parce que il s'adresse à hauteur d'enfants, à hauteur d'hommes, tout simplement, à chacun à hauteur d'humains, plus exactement, à chacun des spectateurs. Je pourrais en faire beaucoup plus dans le panégyrique d'Léa Abreu, mais on va surtout l'écouter nous parler de son chemin, de ses chemins de la création, depuis ses premiers films, parce qu'il a fait d'autres films avant Le Garçon et le Monde, des courts-métrages que j'ai pu découvrir pour ma part, et un long-métrage précédemment. Mais pour lancer la discussion, je voulais tout simplement revenir à l'origine et lui demander comment il s'était intéressé au cinéma d'animation.
et qu'est-ce qui avait déclenché sa vocation pour le cinéma d'animation? Olá. É prazer imenso estar aqui essa noite com vocês. C'est un immense plaisir d'être là avec vous. Eu sempre fui muito bem recebido pelos franceses. J'ai toujours été très très bien accueilli par les Français. Carinho imenso que vocês me receberam. Vous avez une bonté immense vers moi et ton Que travail. nos receberam. Et nous. E não só a mim, mas aos meus filmes. O Menino e o Mundo foi o maior público que eu tive no mundo. O filme foi lançado em mais de 100 países, mas só aqui fez 500.000 espectadores nos cinemas. Pas que moi, mais mes films surtout. Le Garçon Le Monde a eu 500.000 spectateurs ici, au cinéma. O meu começo na animação, ele se deu aos 40 anos atrás, aos 13 anos de idade. Mon début en animation, c'était il y a 40 ans, quand j'avais 13 ans. Quando eu participei de um curso no Museu da Imagem e do Som em São Paulo. J'ai participé dans un cours d'animation dans le musée de l'image et du son à São Paulo. Mas antes do amor pela animação, havia o amor pelo desenho, e este nunca, eu não sei explicar quando ele veio. Mais avant l'amour pour l'animation, j'ai eu l'amour pour le dessin. Et ça, je ne sais pas depuis quand. Eu tenho memórias da minha infância que eu guardo com muito carinho num lugar secreto. J'ai des souvenirs d'enfance que je garde dans un lieu très très secret. Não tão protégé. secreto. Pas très secret en fait. E eu acho que a animação é uma forma de me religar a esse lugar. Et je trouve que l'animation, c'est une façon de me relier à ce lieu-là. Então, acho que a minha relação com a animação, ela se dá pela saudade. Donc, je trouve que mon rapport, ma relation avec l'animation, elle se fait par la saudade. Comment expliquer ça? C'est le sentiment de manquer quelque chose, une espèce de nostalgie, mais pas que. C'est un peu plus complexe. Il ne m'a pas aidé là avec un mot qui ne s'est pas traduit. Bah, merci. Hein. On commence bien. Eu queria começar esse papo dizendo que foi uma coincidência imensa chegar aqui e encontrar o tema de vocês, que é os caminhos da criação. Bon, je voulais commencer par dire que c'était une coïncidence immense d'arriver ici et voir que le thème était le chemin de la création. A coisa que mais me interessa como artista são os processos para fazer um filme. Eu tenho aprendido nesses 40 anos o quanto o jeito que a gente faz um filme se torna o filme, está colado no filme. Parce que le processus de création, la façon de faire un film, la façon de faire une œuvre d'art, c'est celle qui m'intéresse le plus. Et de plus en plus, après toutes ces années de travail, je vois à quel point la façon, comment faire le film, se transforme dans le film lui-même. E além desse caminho de fazer um filme, existe o caminho da vida da gente, que é a maneira em que todos os nossos filmes, os nossos trabalhos, o trabalho de quem faz arte está conectado. Como resposta, um filme como resposta ao outro, um filme para iluminar o outro ou ser iluminado pelo outro. Au-delà du chemin de l'artiste, il y a aussi la vie de cet artiste-là qui va conduire ce travail. Il y a un travail qui vient après l'autre, un travail qui va illuminer le précédent ou qui va être illuminé par l'autre que vient. C'est toute cette relation entre les projets. Então, esse caminho da gente é um processo de sempre de tese e antítese, criando novas sínteses que vão se tornar novas teses e obviamente... Donc, ce processus de création, c'est toujours un schéma de thèse, antithèse et synthèse qui va être une autre thèse. Et ça continue jusqu'à la fin. De forma que filme não existiria sem a existência anterior de outro. Donc, d'une façon qu'un film ne peut pas exister sans le précédent. Bom,
Então, o que eu pretendo fazer hoje é contar um pouco da minha história baseado nos filmes que eu fiz. Donc, ce qu'il va faire aujourd'hui, c'est de présenter son histoire à travers de son travail. E esse é um processo que é um processo dinâmico de vida que vai... os filmes vão contaminando a gente vai se conhecendo, né? Um processo de conhecimento. Donc ça, c'est un processus de vie on se connaît et ça va changer les films et les films nous changent. Donc c'est vraiment un échange entre l'artiste et son œuvre. Eu queria então começar mostrando para vocês uma montagem que eu fiz relacionando os dois últimos longas, que é Perlimpes e O Menino e o Mundo, com trechos dos dois filmes. Je voulais commencer par un montage entre mes deux derniers films, Le Garçon, Le Monde et Perlins. Bom, para chegar nesses dois trabalhos, eu vou voltar um pouquinho no tempo e vou lembrar de onde que eles vêm, onde é que eles se conectam nessa minha trajetória. Donc, je vais revenir en arrière et montrer comment on est arrivé dans ces deux films-là. Então, eu tenho dois filmes de 2007 que aconteceram, ficaram prontos em 2007, que é um longa-metragem e um curta. J'ai deux projets qui ont été finis en 2007, un long métrage et un court métrage. O longa se chama Garoto Cósmico e é uma história sobre crianças que vivem num mundo completamente tecnológico e padronizado. Le long métrage s'appelle, je ne sais pas comment il était en français, mais Cosmic Boy. Ça parle des enfants qui vivent dans un monde complètement industrialisé, dominé par la technologie. E elas fogem então de um tal do planeta das crianças e encontram um circo espacial, um circo voando no espaço, num planeta mexerica. Elles s'échappent elles cherchent une planète cirque. Attends. Eles encontram um circo dentro numa ilha, num vulcão, dentro num planeta mexerica. Dans la planète Clémentine, elles trouvent un cirque dans une... Attends, j'ai oublié déjà, c'est un truc de dingue. Um circo numa cratera de um vulcão cheio dans de la água. Cratère, dans le volcan, pleine numa ilha, d'eau. dentro de uma cratera de vulcão cheio de água. Il y a Em um planeta que é uma mexerica. il y a une planète qui est une Clémentine. Et là, il y a un volcan rempli d'eau avec une île. Et là, les enfants trouvent un cirque. Merci. Voilà. Et il a tout raconté avec l'ordre un peu mélangé. Donc j'étais... E o curta se chama Passo. Et le court-métrage s'appelle Passo. Que surgiu assim que eu terminei o Garoto Cósmico, eu estava tão cansado, falei, preciso fazer um curta. Dès que j'ai fini le Cosmic Boy, j'étais tellement fatiguée que j'avais envie de faire un court-métrage. E esse curta carregava já muito esse desejo de ruptura, de viagem, de buscar novos ares que era forte no Menino e o Mundo, no Cosmic Boy. Et ce court-métrage, il portait déjà ce désir d'aller dans d'autres directions artistiques, d'explorer d'autres choses. Et ouais, voilà. Ça, c'est le court-métrage. Ça, c'est un extrait avec les deux projets, les deux films.
Bom, aí o que aconteceu foi que esse desejo de novos ares e de romper com o que eu tinha feito até ali me levou para um novo projeto, que é um projeto de Animadoc. Non, tudo bem. Donc ce désir d'aller vers un autre univers, d'autres projets, qui a commencé avec ce court-métrage Passo, il m'a amené à faire un projet d'un animadoc, un documentaire en animation, Chamado Canto Latino. qui s'appelle le chant latino, comment dire ça, bon, bref. Latincha, non? Latin chant. Latino, c'est comment on dit latino? L'Amérique latine. Latino, un chant latino-américain, voilà. E que então buscava entender um momento específico da história dos países da América Latina nos anos 60, 70, nas ditaduras. Ce documentaire, il cherchait à comprendre le moment de dictature des années 60 et 70 en Amérique latine, Numa perspectiva das músicas de protesto desses países. en utilisant la perspective des chansons de protestation. Voilà, protestation. E entre 2007 e 2009, eu embarquei numa viagem assim, tanto por terra quanto em livros, numa pesquisa para o canto latino. Et entre 2007 et 2009, j'étais complètement pris par de recherches, un voyage littéraire, mais aussi physique, pour chercher des références pour ces documentaires. E carregando sempre comigo livros de anotação, sketchbooks, né? Ouais, j'avais toujours sur moi des carnets, des croquis, pour prendre des notes aussi. E aí tem um crítico, tem uma ideia, né, de que a ficção tende ao documentário e o documentário tende à ficção. Mais on dit, il y a cette idée dans le cinéma que le documentaire, il tend à être une fiction, et les fictions, elles sont plus de documentaires. Les documentaires racontent un peu quelque chose, même s'ils racontent le réel, n'est pas forcément réel, et la fiction, elle sera toujours réelle dans quelque part. E o que acontece foi que o Canto Latino foi deixando de ser um documentário. Et du coup, ce projet, petit à petit, il n'était plus un documentaire. Porque um dia eu encontrei, num dos meus cadernos, Parce qu'un jour, j'ai rencontré dans un de mes carnets esta figura de menino. ce garçon-là. E mais do que... sorry. Aqui. Aí, aqui, deixa eu fazer para você. Aí. É o verde. 2 monitores aqui. Não, não. Não, verde. Voilà. E aí eu encontrei a figura do menino que parecia que acenava para mim, mais do que o estilo do desenho, mais do que o personagem em si, o jeito de desenhá-lo. Et du coup, j'ai rencontré ce personnage-là, que j'avais l'impression qu'il me faisait un salut, qu'il me saluait. Et c'était plus que son design, plus que son image en soi, mais plutôt la façon de le dessiner qui m'attirait. É jeito assim reduzido de desenho, solto, rabiscado, mais do que tudo urgente, né? Me passava essa urgência. C'est une façon de dessiner très, comment dire, très lâché, spontané, voilà, très spontané, très libre et surtout très urgente. E aí a sensação é que ele me convidava para conhecer a história dele. Et du coup, j'avais l'impression qu'il m'invitait à raconter son histoire. E aí então o Canto Latino como documentário ficou para trás porque se transformou no Menino e o Mundo. Donc, j'ai laissé tomber le documentaire parce qu'il s'est transformé dans Le Garçon le Monde. E foi feito de uma maneira completamente radical. Il a été fait d'une façon complètement radicale. Eu não tinha um roteiro. Je n'avais pas de scénario. Eu tinha só a estrutura do documentário na timeline. J'avais l'écriture du documentaire. E o que eu fazia era toda noite eu ia para casa e eu colocava as músicas que eu havia pesquisado. Et c'est ce que je faisais, c'est que tous les soirs, je mettais les musiques
que j'avais recherché. e fechava os olhos e imaginava quem era esse menino. Je fermais mes yeux et j'imaginais qui était ce garçon-là. Muitas vezes me emocionava, Plusieurs fois, j'étais émue. deixava que essa emoção me conduzisse, Je me laissais conduire par cette émotion sem saber para onde eu estava indo. sans savoir où j'allais. Então, para mim, essa sem saber nesse projeto virou uma regra. Donc pour moi, ne pas savoir dans ce projet-là, c'était une espèce de règle. Eu não sei dizer quanto tempo eu fiquei nesse caos, no meio desse caos, Je ne sais pas combien de temps je suis restée dans cet univers chaotique, encontrando essas peças, por exemplo, uma mala, alguns personagens, um menino sendo carregado pelo vento, uma flauta. Et je trouvais des petites pièces, des petits morceaux comme la flûte, ouais, ou la valise, le garçon, que quelqu'un le porte. E aí eu sempre me perguntava, mas o que esse menino busca, afinal? Et à chaque fois, je me demandais, mais qu'est-ce que ce garçon cherche finalement? E aí, em um determinado momento, apareceu o personagem do jovem, apareceu o personagem do velho. Et après, j'ai eu le personnage du jeune homme, plus le vieux. Cuja relação eu fui entender só mais para frente, quando o filme já estava em produção. Et c'était beaucoup plus tard, quand le film était déjà en production, que j'avais compris le rapport entre eux. E que me obrigou a mudar algumas coisas para assumir o que de fato o filme queria me dizer. J'étais donc obligée de changer quelque chose qui avait déjà été fait pour assumer ce que le film m'imposait. E depois eu fui entender que o canto latino estava tão forte nesse menino que a busca por este pai era a busca pela pátria. Et c'est là que j'ai compris que le documentaire il était si profond, si marqué pour moi, que la quête de ce garçon pour son père, c'était la quête de ces pays pour une patrie. E como aqueles países que cresceram, como as infâncias daqueles países que eu pesquisei no canto latino, que cresceram naquela situação, como é que eles chegam, de fato, no mundo globalizado, neoliberal dos nossos dias. Et comment ces pays-là qui ont passé cette enfance dans cette... Como essas crianças que foram. Ouais, qui ont passé cette enfance dans cette violence, sont aujourd'hui dans un monde complètement globalisé, industrialisé. Eu tenho mais uns trechos para mostrar do Menino Mundo, mas eu acho que a gente já viu bastante no. Eu acho que eu prefiro falar. Não sei que vocês. J'ai d'autres parties, d'autres morceaux du film du Garçon Le Monde, mais j'ai l'impression qu'avec le premier extrait, on a déjà beaucoup vu, donc je pense que ce serait plus productif d'en parler, et je ne sais pas si vous êtes d'accord. De discuter plutôt que de montrer le morceau d'image. Podemos seguir conversando, depois eu passo mais um pouquinho. On peut continuer à discuter et puis on montre d'autres choses. Oui, ouais, non. Eu acho que numa dessas viagens que eu fiz, eu tive no sul do México, dentro do território zapatista. Dans une de ce voyage physique, dans cette fois, j'étais il était au sud du Mexique avec le zapatiste. Onde eu tive lá tempo com umas crianças, ensinei as crianças a trabalhar animação também. On pourrait peut-être expliquer le zapatisme, ça va? Je sais pas. Não, acho que os zapatistas. Je sais pas. Mais peut-être expliquer. Como eu posso explicar dos zapatistas? É grupo revolucionário do sul do México, um levante basicamente indígena. Acho que estão até hoje, é uma coisa que vem, não sei quando que foi o levante. Les zapatistes sont un groupe révolutionnaire au sud du Mexique. De ces années, je crois que c'est des années 60, 70, mais il reste que juste aujourd'hui, ils ont une espèce de communauté à part du pays, genre, indépendante. O governo lá não há o governo do México. Ouais, le gouvernement du Mexique n'est pas le gouvernement de cette région-là. Et il est allé, il a pu rentrer dans cette région un peu isolée. E aí, uma das coisas que me marcaram muito foi que as crianças e os adultos, enfim, mas eles usam passamontanhas, que é aquele lenço na boca. Et ils portent un passamontanhas, bon bref, un espèce de tissu qui couvre leur visage comme ça. Quoi? Cagoule, voilà. Ça. Et il a vu ça dans des enfants et ça a été très marqué par... Além de eles não serem reconhecidos, né,
pela repressão, também a simbologia de que eles não têm voz. Et comme ça, ils ne seront pas reconnus par le gouvernement qui peut être la répression, mais aussi c'est un symbole qu'ils n'ont pas de voix. E eu acho que, de certa forma, o menino não ter, os personagens do Menino Mudo não terem a boca, talvez venha um pouco daí também. Et même les enfants aux zapatistes, ils portent ça. Donc, Ale, il dit que dans Le Garçon le Monde, le fait que le garçon n'a pas de bouche, il croit que ça vient de là, qu'il n'a pas de voix dans ce monde. Uma outra coisa que marca muito a linguagem do filme, que desde o começo estava lá, eram os espaços em branco. Era o branco, a presença do branco no filme. Une autre chose très très importante dans ce film, c'était la présence du blanc. O branco como um lugar metafísico, da onde viemos e para onde voltaremos. C'est blanc comme un lieu métaphysique, d'où on vient et où on va arriver un jour. E aí então a presença dos materiais de desenho, né, do lápis de cor, das canetinhas, enfim, dos materiais com que a gente começa a contar essa história. Et aussi l'importance des matériaux de dessin, des crayons, du craie, et avec lequel on commence à raconter cette histoire. E aí, na medida que o filme vai acontecendo e a gente vai entrando no mundo construído pelos homens, pelo adulto, né? Et dès qu'on commence à rentrer dans cet univers construit par les adultes, par les hommes, então eu vou também reconstruindo a imagem do filme a partir de recortes de revistas e jornais que vão cobrindo aquele espaço espiritual e sagrado, tanto do branco quanto da natureza humana, que é simbolizada pelo lápis. On commence de plus en plus à avoir du papier collé qui vont recouvrir complètement cet univers sacré et du blanc, du jeu d'enfant. E então, por fim, na parte final do filme, para quem se lembra, nós acabamos usando para até intensificar essa presença, essa impossibilidade do sonho, da utopia. Et plutôt à la fin du film, pour intensifier encore plus cette impuissance envers le monde réel. Nós usamos então o live action até para romper a ideia de animação como lugar onde a gente pode sonhar, né, exercer o nosso papel de artista, de sonhador. On a utilisé un extrait d'un film en prise de vue réelle pour vraiment accentuer le fait de l'animation comme un lieu de rêve, un lieu où on peut construire d'autres réalités. Et là, on a vraiment un film en prise de vue réelle qui va complètement effacer le monde du garçon. Além de, rompendo esta película com o fogo, revelar o que por trás da ficção há o documentário, que é o Canto Latino. Então, chega um momento em que a gente apaga a animação e revela por trás a referência, que também a sustenta. C'est un moment où la pellicule du film elle est brûlée et elle révèle le documentaire de l'Amérique latine. Tem, eu vou mostrar. Il va montrer cet extrait. Vous m'entendez? Aqui. Oui? Bon. J'ai pas le sentiment, pardon. Non. Oui, c'est très bien qu'on voit cette séquence parce que pour moi, elle est vraiment tout à fait à part dans l'animation. Je connais très très peu d'exemples où on va aussi loin, c'est-à-dire y compris dans le fait de brûler la pellicule d'une certaine manière à l'écran. Donc c'est bien qu'on puisse le voir. Je veux bien aller qu'on revienne un petit peu sur cette séquence parce qu'elle me semble vraiment magistrale. Vous avez bien expliqué la dimension du dessin, la dimension du dessin d'enfant, de la construction du monde des adultes dans lequel l'enfant n'a pas sa place. Vous avez bien expliqué comment l'image réelle surgit tout d'un coup dans cette... Oh, pardon. Sorry. Oui.
comment l'image donc réelle, documentaire, accentue cet état ce sentiment d'urgence et de violence. Je parlais pour moi de cette image très forte qui est effectivement le dessin qui brûle. Le seul équivalent que j'ai en tête, c'est Les Trois Inventeurs de Michel Oslo, qui est un court-métrage dans lequel ce même procédé est utilisé pour rendre compte de cette violence absolue. Je crois qu'il n'y a rien de plus violent à l'écran, me semble-t-il, que le fait de mettre le feu même à ce que l'on voit. Et la question que j'ai en voyant cette séquence, c'est est-ce que, à votre avis, il faut aller jusque-là pour que le spectateur se décroche à un moment du spectacle et se dise ce que je vois n'est pas un spectacle, ce que je vois est une réalité qui me menace physiquement. Eu não sei se eu entendi bem a... Sem dúvida alguma. Oui, sans doute, c'est bien ça. Eu não sei o que mais dizer, eu acho que... Et c'est pas quoi dire au-delà. Eu acho que você disse parce tudo. parce que vous avez bien expliqué déjà. Eu gosto muito de ouvi-lo. Il aime bien vous écouter. Oui, il est complètement d'accord. É porque tem muitas coisas que a gente faz durante o processo que não necessariamente ele naquela hora é um pensamento lógico. Ouais, il y a beaucoup de choses que dans le processus de faire un film, c'est pas vraiment un moment logique. É claro que depois que a gente faz o filme e faz o trabalho, é óbvio que a lógica é quem vai atuar. Une fois que l'œuvre est faite, c'est la logique qui s'impose pour expliquer, voilà, pour comprendre. Eu acho que de maneira geral o mundo com todas as suas mazelas, com as dores e com tudo que o mundo nos toca e entra dentro da gente. D'une manière générale, le monde avec tout ce qui est de mauvais, ça nous touche, E nos machuca. ça nous blesse. E a gente tem que se deixar tocar. Eu acho que o grande desafio do artista contemporâneo é deixar ser tocado pelo mundo, no mais profundo da sua alma. Et le défi, en fait, pour les artistes, c'est qu'on doit nous laisser toucher, nous laisser blesser par ce monde au plus profond de nos âmes, Ao ponto de não saber explicar o que ele está sentindo. au point de ne pas savoir expliquer ce qu'on ressent. Aí eu acho que então ele devolve ao mundo em forma de expressão que também não se explica. Parce que c'est à ces moments-là qu'on peut rendre au monde sous la forme de l'expression et qu'on ne peut pas expliquer non plus. E aí sim, depois vem o pensamento lógico e que vai conduzir, que vai acertar os detalhes, né? Et c'est plus tard que la logique va venir pour expliquer un peu le détail. Voilà. Então, quando eu disse que não saber era para mim uma lei na feitura do filme, Du coup, quand j'avais dit que ne pas savoir, c'était une espèce de loi pour moi dans le moment de faire un film, era nesse sentido de ficar nesse lugar de receber coisas que eu não sei colocar em palavras. c'était dans ce sens-là de rester dans un lieu où les choses m'arrivent, mais je sais pas comment les expliquer en mots, Mas que parecem desejar um lugar no mundo. mais qu'il me semble que
ces pensées-là, elles veulent un lieu au monde. E o artista é quem faz essa Et c'est passagem. l'artiste qui fait ce passage. Bom, estamos no ano de 2014 e 2015 agora, e Viviane está voltando da Gobelin. On est en 2014-2015. Et Acertei a data, não? non. Il a dit que je rentrais de la France, mais c'était plutôt en 2017. Je suis rentrée parce que j'avais fait mes études à Gobelin et je les ai finies en 2017. Et j'ai rejoint la production de ce projet en 2018. Et donc il y a des choses qui se sont passées avant que je n'arrive. Aí, sim, e aí então esse projeto do Perlimps, ele começa na minha pasta que eu chamo de incubadora, e que é um lugar onde eu tenho vários plásticos em que tudo que me chama atenção, como essas peças que eu encontrei para o Menino Mundo, eu vou colocando nesses plásticos. Ok, bon, là je ne vais pas forcément traduire directement, mais j'expliquais un peu comment la façon qu'il travaille. À Aller, il a beaucoup de sacs plastiques où il met, je ne sais pas si c'est sacs plastiques, mais genre où on met des feuilles, je vois, pochettes, exactement, bourse. Bon, pochettes plastiques, où il va mettre, va séparer les différents projets. Donc à chaque fois qu'il a une idée ou une image, une phrase, un plan, il va mettre dans la pochette correspondante. Et du coup, en fait, à la toute fin, il y en a quelques-unes qui demandent un peu plus, donc elles grandissent. Et c'est là où il peut voir, comment on appelle, où on met des œufs pour un incubateur. Comment on dit incubateur? Oh, voilà. Incubateur. Mais vraiment, j'avais jamais utilisé ce mot pendant mes études. Bon, bref. Et du coup, c'est à ce moment-là que ce projet, on peut demander de venir au monde. E aí o que acontece então é que tinha um dos plásticos, o que acontece aqui dentro dessa pasta, eu acredito que as ideias vão se misturando, e um dos plásticos vai ficando mais grosso, sinal que ali tem uma história. Oui, donc j'avais expliqué ça, mais c'était que les idées elles se mélangent un peu, il y a des pochettes qui deviennent plus grosses, et c'est là, on voit que c'est à ce moment que l'histoire elle est un peu prête. E nesse plástico, o primeiro texto que tinha, que eu deixava sempre por cima, porque ele puxava todo o resto. Et du coup, là, le premier texte, la première phrase qu'il y avait, c'est celle qui m'avait guidée pendant tout le film. É uma cena de um menino fantasiado de lobo, adormecido, desmaiado sob uma poça de água, porque ele acabou de fugir de uma represa C'est une image d'un enfant déguisé en loup. De uma inundação. Il a son visage avec l'encre qui coule un peu, il était peint. Et il sort d'un lac inondé par une usine, un barrage. Voilà. Esse espelho d'água criava um espelho mesmo, né? Como se eu tivesse dois mundos, né? Ce lac, il faisait son reflet d'une façon qu'on pensait qu'il y avait deux mondes. Então, eu fui entendendo que seria um pouco uma despedida da infância. Pour aller, c'était un peu un au revoir à l'enfance. E como diz a mãe do Claé no final de Perlimps, que tudo vai ficar submerso para sempre. Et la mère de ce personnage, à la fin du film, elle dit que tout va rester submergé par l'éternité. Então, o Perlimps começa com a criação de um lugar antes dos personagens, que é um lugar desse bosque que simboliza a própria infância. Donc, Perlimps commence au-delà de ces personnages. En fait, ça commence par cet univers qui représente ce bois, qui représente l'enfance. E aí, então, a sensação de estar nesse lugar, nessa bolha da infância, com sugestões do que é o mundo que está lá fora. Donc, l'idée, c'est de ce lieu, l'enfance, qui représente l'enfance, et les images, elles sont un peu floues, et on voit quelques détails de la réalité. E então, a partir dessa ideia, eu cheguei no uso das manchas de cor.
C'est à partir de cette idée que je suis arrivée aux taches de couleur que formam os cenários do filme. qui forment le décor du film. Ou seja, então, praticamente são espaços abstratos, impressionistas, digamos assim, até, circundados por... a abstração circunda todo esse espaço, né, onde o personagem está agindo. Donc ce sont des lieux abstraits, impressionnistes même, qui encerclent les personnages. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco, eu trouxe um filme que antes de conhecer um pouco, eu vou mostrar dois vídeos. Eu acho que eu não vou mostrar o trecho do Perlimps, mas eu vou mostrar, então, primeiro um vídeo de Santo Antônio do Pinhal, que é onde eu vivo, no interior de São Paulo. Donc, il va montrer deux extraits, en fait. Il y en a un avec les tâches, comment il le fait, mais il va montrer aussi, avant même, un lieu pour montrer où il habite, où nous habitons, en fait, à Santo Antônio do Pinhal. C'est une ville dans les montagnes, Onde o filme foi au feito. Brésil, où le film a été fait. Ouais. E em seguida, será que a gente mostra o trecho do Perlimps ou temos tempo? Né? Então seguimos para o outro, tá bom. Que é este aqui. Este está em inglês. Ouais, les sous-titres sont en anglais, donc je suis désolée si quelqu'un ne comprend, parce que je ne vais pas interrompre l'audio. O maior desafio foi criar uma infraestrutura para o projeto. É uma cidade muito pequena, a 300 quilômetros de São Paulo, e conseguimos. Eu acho que um dos grandes diferenciais também do projeto é ter conseguido levar a um grupo de artistas a morarem juntos no meio da natureza, nas montanhas, em um lugar que tem muito silêncio, onde as pessoas estão muito concentradas. E espero que isso também tenha contaminado e impregnado o filme, não? Com esse sentimento de estar num bosque. O outro desafio importante deste projeto foi como desmontar toda essa infraestrutura que a gente tinha conseguido fazer nessa pequena cidade quando chegou a pandemia e transformar o projeto num projeto 100% remoto. Mas tem sido um aprendizado muito rico e isso também nos está permitindo ter profissionais em muitos lugares que no início só podíamos ter profissionais que tivessem a disponibilidade para viajar e morar em Santo Antônio do Pinhal. Hoje em dia podemos ter profissionais de qualquer parte do Brasil, inclusive de fora do Brasil. Bom, não, acho que eu vou falar um pouquinho antes de entrar nas manchas. Obrigado. O Perlimps, ele chega e vai se tornando naturalmente uma antítese de O Menino e o Mundo. Perlimps, quand il arrive, ce projet il devient naturellement l'antithèse du Garçon et le Monde. Onde era branco no Menino e o Mundo, passa a ser o multicolorido no Perlimps. Où il y avait beaucoup de blanc, dans Perlimps, il y a de couleurs. Quando a gente fala no filme que os Perlimps chegam de uma explosão de luz, então a ideia era pegar esse espectro de luz, né, todas as cores, e usar e abusar das cores em todos os planos do filme. Au début du film, on dit que les Perlimps ils arrivent d'une explosion de couleurs. Donc l'idée, c'était vraiment d'utiliser une multitude de couleurs dans tout le décor, tous les plans du film. Então eu tive que assim aprender a não ter medo da cor, né, de ousar na paleta de cores do Il a filme. dû apprendre à ne pas avoir peur de la couleur, de la palette de couleurs. Onde o menino era 2D e buscava sempre um espaço bidimensional, aqui a gente já tem uma profundidade de campo. Où le Garçon et le Monde était 2D, ici on a une profondeur de champ, donc c'est pas la 3D, mais il y a... E mesmo muitos elementos em computação gráfica, né? Ouais, on a du volume. Mais on a aussi deux éléments en 3D dans le film.
Outro exemplo onde de o menino, no menino tudo é desenhado a lápis e a gente tem as texturas. Aqui o desenho é mais digital, né? Et oui, dans Le Garçon Le Monde, il y a des textures du crayon. Ici, tout est fait en numérique. E eu acho que principalmente a antítese se dá no fato de que no menino a gente não tem diálogo e esse filme ele puxa por um embate entre dois personagens e o que media esse embate é o diálogo entre os dois. Et surtout que dans Le Garçon Le Monde, il n'y a pas de dialogue. Et ici, on a ce qui guide l'histoire, c'est la confrontation entre ces deux personnages. Et donc le dialogue, ils vont vraiment faire partie du film. A criação, a produção de Perlimps, ela começa um pouco no Festival de Annecy. Quando eu fui premiado com O Menino e o Mundo, eu conheci o Luiz Bolognese, um outro realizador brasileiro. Donc la production de Perlins, en fait, elle commence au Festival d'Annecy, quand Thalet a eu le cristal, parce que là, il a rencontré Luiz Bolognese, Que havia ganho no ano anterior. un réalisateur brésilien qui avait remporté le cristal l'année précédente. E aí nos conhecemos e achamos que ele precisava de ajuda nos projetos dele e eu precisava de produtores para fazer Ouais, à l'époque, Luiz Bolognese, il avait des projets d'animation qu'il voulait mettre en production. Il y avait aussi, donc ils ont décidé de se mettre ensemble pour qu'ils s'entraident. Pela primeira vez eu tive produtores trabalhando comigo, que é uma empresa produtora que associada ao meu pequeno estúdio, digamos assim. Donc pour la première fois, il avait des producteurs qui travaillaient ensemble avec sa petite boîte d'animation. E tanto o Luiz e a Laís Bodansky, são roteiristas, né? Et Luiz Bolognese et Laís Bodansky, les deux producteurs, ils sont scénaristes. Então, o Perlimps nasce não com O Menino e o Mundo. Mais uma vez, a antítese, ele nasce de um roteiro. Donc, encore une fois, contrairement au Garçon Le Monde, Perlins, il naît avec un scénario, avec du texte. Sim, com uma coincidência imensa. Pode falar. Une coïncidence immense, c'est que Laís Bodansky, son père, était le réalisateur du film qu'il avait utilisé dans Le Garçon Le Monde, le documentaire. E aí, se no menino era a colagem, né, que cobria o espírito e a natureza humana simbolizada pelo lápis. Si dans Le Garçon Le Monde, c'est du papier collé qui va couvrir l'univers de l'enfant. Em Perlimps, aquele espaço abstrato que eu falei da infância, ele é digamos, invadido, né, digamos assim, pelo realismo no final do filme. Perlins, c'est l'espace abstrait qui est envahi par le réalisme. Então a gente tem uma ruptura no final do filme que essas crianças estão saindo dessa bolha do bosque abstrato e multicolorido e entrando num lugar que tem um outro tipo de cenário, né? Donc on a une rupture dans le film à la fin quand les enfants sortent du monde des enfants, de ce bois, et ils rentrent dans le monde réel. Donc on a un changement de design dans le film. Que é quando Claé, já sem a fantasia, se encontra com o pai militar, né? Aqui mais uma vez a presença do pai. Que c'est quand Claé à la fin qui n'est plus déguisé, il rencontre son père militaire, encore une fois la présence du père. Mas agora pai repressor. Mais au lieu d'un père absent, un père repressif. Vamos assistir então um trechinho, mais uma pílula sobre esse trabalho dos cenários que eu acho que é interessante. Donc on va voir une autre vidéo là avec le travail de taches de couleurs. Então, acho que direção de arte, a gente tem dois aspectos muito importantes que guiaram a realização dos Perlimps. O primeiro deles é o trabalho de cor, principalmente pensando que os Perlimps eles vêm de uma outra dimensão para esse mundo e surgem a partir de uma explosão de luz, né? Então essa ideia do prisma de luz, do arco-íris, né, do multicolorido,
ele me guiou muito na paleta usada no filme. Muitas das sequências do filme eu uso praticamente todas as cores, todo o círculo cromático. Ou seja, um trabalho feito muito sem medo de usar a cor, né? De deixar a cor explodir. Então, nesse Bosque Encantado, a cor é um elemento que conta pra gente onde os personagens estão, né? Então, mesmo em situações onde são mais extremas, né, ou mais escuras, eu tenho lá resquícios dessas manchas, que é o segundo item que eu queria contar, que é o trabalho de mancha de cor. Os cenários do filme, cada um deles nasceu aqui de dentro de uma dessas manchas, olha, que foram feitas de forma bem aleatória. Tá vendo? Eu fui manchando, né? Meio que muito sem pensar qualquer tipo de elemento aqui. Essas manchas então foram escaneadas, né? E digitalmente é que o trabalho de cenário acontece. Então a ideia é que cada momento do filme seja encontrado no meio dessas manchas, né? Onde vou localizando aqui pequenos elementos como uma árvore, ou um tronco, ou umas folhagens. Digamos que isso aqui fosse um plano bem aberto, né? O que eu poderia pensar olhando para esse emaranhado de formas aqui, né? De sugestões, né? Então, de repente, aqui uma copa de árvore, olha. Aqui tem um pedaço de floresta, né? E aqui atrás tem um outro plano da mesma floresta. Então aqui eu vou deixar um pouco desfocado, assim, sem ponto focal. Então talvez puxar aqui um pedaço de um tronco aqui, ó, dessa árvore. Então eu já comecei a ver um primeiro elemento que começa a me guiar, né? Talvez aqui, ó, mais alguma coisa. Aqui pode ser mais uma árvore. Aqui também, olha, tem uma coisa bem legal que pode ser... Eu vejo até uns galhos saindo. Me lembra até uma araucária aqui da... Olha, se eu posso reforçar esse daqui e reforçar também esses galhos um pouquinho, né? Vai começar a se formar alguma coisa aí, olha. Agora fica mais fácil de entrar nessa floresta, né? Na medida que eu já tenho algumas referências, olha. Aqui talvez, olha, um caminho. Então eu posso pegar e criar um pouco melhor essas escadinhas aqui, esses degraus talvez, olha. Então, ó, eu venho aqui por trás, ó. Então eu já tenho aqui um pouquinho desse caminho se formando. Aqui, ó, pegar essa mesma cor e aí começar a criar uma folhagem aqui, por exemplo. Pegar aqui, olha. Gigantes! Coisa que é muito particular nesse filme, nós não tivemos um color script muito definido. O Ale, a cada momento que ele ia abrir a sequência para entrar em produção, ele até analisava o que tinha sido feito, mas ele entrava de verdade no clima daquela sequência e ia achando o que aquele plano estava pedindo, e um plano puxava o outro, como fazer essa transição entre as sequências, o que veio antes, o que vai vir depois, definir já diretamente com o cenário, com as manchas, qual que vai ser realmente a cor e a luz, o clima desse momento do filme. Bom, chegamos no presente, ou melhor, chegamos no ano passado. On est arrivé au présent, en fait, dans l'année dernière. E eu tive uma noite, um sonho. Agora eu comecei a notar muito
gravando, né? Não mais em notações em papel. Ouais, aujourd'hui, il enregistre ses idées parce qu'il veut enregistrer sa voix. E eu guardo esse registro que eu tive de uma ideia do Menino e o Mundo. Eu falei, mas por que isso está me... Né, Não. Et pendant la production de Perlins, Ali, il a eu un rêve et du coup, il y avait quelque chose par rapport au garçon ou le monde. Donc, il a enregistré. E eu pensei que poderia ser curta para comemorar os 10 anos do filme. À l'époque, il pensait que ce serait un court-métrage pour fêter les 10 ans du film. Porque esse curta explicava de onde vinha a música tocada na flauta, de onde vinha a flauta do pai. Parce que ce cours expliquerait d'où venait la flûte de son père et la musique. E mesmo as fantasias dos manifestantes, né? Como que aquilo chega naquele universo do filme. Et aussi le costume, non, le déguisement de la manif, des gens de manifestants. Aí eu deixei essa anotação guardada e ela foi crescendo, sempre vinha na minha cabeça com novas ideias e o projeto foi tomando corpo. Il a laissé ses idées un peu dans un coin, mais elles ont commencé à grandir et pris de la chair. Quase como se fosse aquele chamado do menino para voltar para dentro desse universo. Un peu comme si c'était l'appel du garçon qui demandait qu'il revienne à cet univers. E é onde encontramos outros personagens e outras histórias. Et où on a trouvé d'autres personnages et d'autres histoires. E aí hoje então a gente está trabalhando num spin-off do Menino e o Mundo. Et maintenant nous travaillons dans un spin-off du Garçon ou le Monde. Chamado Mãe Terra. S'appelle Mère Terre. Ça se dit? Mère Terre? Terre-Mère. E que dialoga diretamente com o Menino e o Mundo. Et qui a le dialogue avec le Garçon ou le Monde. É uma coprodução com o Canadá. C'est une coproduction avec le Canada. E a gente está no momento de aguardar o início da produção. A gente fez o Animatic está pronto e a gente aguarda o início da pré-produção. Ouais, et du coup, en ce moment, Ale et moi, on a écrit le scénario, on a fini l'animatique et on attend le début de la production du film. E enquanto isso não acontece, Pendant que ça ne vient pas, parce qu'on attend, en fait, ça fait 2 mois qu'on attend le début de cette production, par des raisons bureaucratiques. a gente começou a fazer então curtas-metragens. A Viviane está fazendo Ouais, on a commencé à faire des courts-métrages. J'ai commencé à faire le mien et Ale fait le sien. E é muito interessante porque agora onde isso liga aí nessa história toda é que uma vez uma distribuidora brasileira do Menino e o Mundo me falou, olha, você faz, quando eu tive o meu filho, falou, você fazia filmes como filho e agora você vai fazer filhos como pai. Et du coup, pourquoi il parle de tout ça? Parce qu'une fois, une distributeur du Garçon Le Monde lui a dit, jusqu'ici, vous avez fait des films du point de vue d'un enfant. Mais maintenant, Ale, il est père, donc il va faire des films du point de vue du père aussi. E ter filho foi a coisa mais impactante e revolucionária na minha vida. Et avoir un enfant a été la chose la plus qui a eu le plus d'impact et qui a été le plus révolutionnaire dans sa vie. E isso vem não com poucos medos, né, que eu não tinha antes. Ça rapporte aussi de peur qu'il n'avait avant. Donc ça se dit, ouais. Il a peur de choses qu'avant il n'avait pas. Ouais. E então eu acho que de certa forma isso acontece se desdobra, né, nesse curta-metragem chamado Azul Profundo que eu estou fazendo. Et du coup, ça devient ce court-métrage qu'il est en train de faire, que c'est le bleu profond. E eu trouxe algumas imagens para vocês verem o que eu estou fazendo nesse momento. Et il a quelques images pour montrer qu'est-ce qu'il fait en ce moment. Como é que eu faço para jogar lá? Por vez? Será que a gente abre tudo? Boa. Que ótimo.
Esse é o cartaz do filme. C'est l'affiche. Não sei se é o final. On ne sait pas si c'est la finale, mais bon. Esse já é um estilo do filme. C'est un style du film, une image du film. O filme conta a história de um menino e um pai que vivem numa casa perto de uma imensa montanha azul. Le court-métrage raconte l'histoire d'un père et un enfant qui habitent juste à côté d'une immense montagne. E o pai percebe o quanto esse menino é fascinado pela montanha. Ce garçon, il est complètement attiré par la montagne. E precisa aceitar que o menino vai à montanha Et il doit accepter quando cresce. que le garçon, une fois grandi, qu'il va aller vers cette montagne-là. Aqui tem alguns desenhos dos personagens, Quelques dessins du personnage, alguns desenhos de conceito. du concept. Mais personagens. Aqui é um estilo. Une autre image du film. Não, aí são backgrounds. Léger. Décor. Aqui mais uma imagem de estilo. Image du film. Esse filme dialoga bastante, acho que com o universo visual dos Perlimps. Ce film, il a un rapport avec l'univers de Perlins, toujours. Posso considerar como uma despedida desse. Pour lui, Type c'est un de peu travail. un au revoir de cet univers-là. Pode, claro. En fait, c'est drôle parce qu'on peut penser mais c'est vachement différent de tout ce qu'il fait, etc. Mais allez, quand il faisait ce film, il voulait faire un truc plus abstrait, un peu moins soft. Mais c'est comme si le projet s'imposait. Il n'arrivait pas à chaque fois qu'il faisait un truc, il disait c'est pas ce film. Donc, et il a une façon de travailler vraiment les projets s'imposent de l'écoute. Ouais, voilà. Et donc, peu importe ce début, il voulait faire un truc plus libre. Ça n'a pas marché. Et il avait l'impression de mettre un peu en déguisement que c'était pas la vraie version de ce film. Eu falei que você fazer algo mais solto, você queria ser isso. Eu vou passar um trechinho dele. Il va montrer un extrait du. Aí é uma mistura filme? é o jeito que está o filme, assim, digamos, tem partes em animatic, tem partes que estão prontas, tem partes que ainda vão passar por processos. Donc enfim. là, c'est Tá vraiment tudo comment misturado. le court-métrage est en ce moment-là, parce qu'on a des parties en bord, des animations, des parties en animation, des parties finies, donc vraiment tout un E a mélange. música é uma referência. La musique est une référence aussi, c'est pas la musique finale. É bem curtinho, mas dá para sentir. C'est court, mais on Se peut eu passar muito, é um curta-metragem, eu passo Si ali. ouais, c'est très court, mais on peut comprendre. Et si on passe trop, comme c'est un court-métrage, on va tout montrer. Donc là, c'est vraiment un Bom, por fim, eu trouxe para vocês também algumas imagens do projeto Mãe Terra, o longa. Pour finir, il va montrer quelques images du long-métrage, Terre-Mer, Verdinho.
Então, aqui, esses personagens já têm alguma referência do Menino e o Mundo. Là, on revient dans l'univers du garçon Le Monde. É como se entrasse um pouco na história da família dele. C'est un peu comme si on rentrait dans l'histoire de sa famille Em novos personagens. et d'autres Acho personnages. que estou passando um pouco rápido. Pode falar. A Viviane é roteirista desse filme, nós fizemos juntos esse roteiro, então acho que você pode contar um pouco do processo. Ok, donc là je vais assumer un peu parce que j'étais co-scénariste dans ce projet, donc je peux expliquer un peu comment c'est travailler avec Ale. Parce que même si on a travaillé ensemble dans Berlins, quand je suis arrivée, il était déjà dans la 8e version du scénario et de l'animatique. Donc, quand je suis arrivée, il avait déjà pas mal de choses définies. Et pour Terre-Mer, il y avait juste sa pochette en plastique qui était déjà très, très bien pleine, bien épaisse, ouais. Et un jour, on a tout mis par terre, toutes les idées, et on a fait le tri de qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui était peut-être avait déjà un peu vieilli, qu'est-ce qui pouvait marcher dans une autre partie. Et là, on a un peu organisé le projet parce qu'il savait comment ça commençait et avait un peu une idée de la fin. Et on savait qu'il y avait le garçon Le Monde dans un moment aussi, mais c'est pas son histoire, c'est vraiment une spin-off, c'est un univers à part. Et du coup, on a créé l'univers de ce film et tout ce qui se passe au milieu, voilà. Et c'était un échange constant et ouais, voilà. Et j'étais très très contente parce que sa façon de travailler c'est très intuitif. C'est pas comme je travaillais avant, donc j'ai appris beaucoup avec lui. Par exemple, à chaque fois qu'on ne savait pas où aller dans le scénario, il se disait ouais, il faut qu'on se mette dans la peau du personnage. Il vraiment pensait comme lui. Et à ces moments-là, c'était trop bien parce qu'on fermait les yeux. Il y avait comme s'il y avait des portes qui s'ouvraient. Il indiquait le chemin. Et par exemple, il y avait d'autres moments aussi. Il y avait des choses qu'on n'aimait pas trop. Mais c'est bien que tu parles de ça. Oui. Et il y avait des choses qu'on aimait. Il y avait des choses qu'on n'aimait pas trop, mais à la fin, elles sont parties du film parce que on a compris que si on n'aimait pas, c'est parce que ces choses-là, elles n'avaient pas de place dans le film. Et peut-être qu'à ce moment-là, on ne savait toujours pas qu'est-ce qu'on allait mettre. Et si on allait mettre quelque chose à sa place, parfois, il faut juste tout supprimer et on ne se rend même pas compte qu'il y avait quelque chose là. Et du coup, c'était très important de connaître cette façon de travailler, de comprendre que vraiment écouter le projet, écouter le personnage, écouter l'univers et ne pas imposer. Parce que je pense qu'on on impose quelque chose, c'est un peu de voix de l'extérieur, c'est un peu du projet qu'on a déjà vu. Et c'est bien de savoir écouter ce petit personnage-là. Eu vou falar da parte do fugido, que acho uma história interessante que ilustra bem isso, né? Em que eu tinha dentro de um desses plásticos da incubadora, era a história de um curta que eu buscava resolver e que não se resolvia, mas uma coisa assim da época do Garoto Cósmico, de 2007. Il veut donner un exemple qui montre bien, c'est ce que je viens de dire, c'est que dans une de ses pochettes, il avait un court-métrage qui était très, très ancien, genre de l'époque de son premier long-métrage. E eu não conseguia resolver, não tinha um final, ele tinha todo um desenvolvimento. E eu ficava aguardando que um dia aquele curta se revelasse para mim. Et ce court-métrage avait tout un développement, mais n'avait pas de fin. Et il attendait que ce film se révélait un peu, un jour.
E em algum momento a gente estava fazendo Mãe Terra e tinha uma parte do Mãe Terra em que a gente não conseguia resolver. E aí deu um estalo, eu falei, poxa, e aquele curta que estava guardado lá? E a gente puxou aquela ideia e ela se encaixou perfeitamente. Ele é uma sequência do Mãe Terra. Il y avait une partie de terre-mer qu'on n'arrivait pas à résoudre. Et on devait mettre quelque chose là, mais on ne trouvait pas ce que c'était. Et on s'est rendu compte que c'était ce court-métrage. Et ça a marché parfaitement. Et donc, c'est plus un court-métrage, il est devenu une séquence d'un long-métrage. Eu acho que isso resume bem o caminho da criação, né? Pour lui, ça montre bien le chemin de la création. Par que. Voilà. Mas era tudo que eu tinha para falar. C'est tout ce qu'il avait à dire. Muito obrigado. Merci beaucoup. Posso seguir falando mais? Il peut continuer à parler, à discuter. Voilà. Eu posso dizer só, eu acho que uma coisa que é muito importante, que eu acho que a gente vive um momento em que há uma imposição muito grande, não só estética, mas imposições do caminho que a gente deve seguir. Ouais, il veut rajouter quelque chose qu'il trouve que c'est très important, que c'est en ce moment-là, on vit dans une époque où il y a beaucoup d'imposition do caminho que a gente deve du seguir. chemin qu'on doit parcourir. É como se houvesse Pas seulement esthétique, mais bon. como se houvesse uma imposição de fora, né? Algo que nos apontasse, é para lá que devemos, ou seja, imposição de mercado, imposição de amigo, enfim, de família, qualquer coisa que seja. Imposição que eu acho que, na verdade, a maior armadilha que a gente tem como artista é a gente tentar entender o que os outros esperam da gente. Okay. Donc, on a beaucoup d'imposition. Imposition, que ça existe? Imposition? Ouais. Ouais, mais c'est vraiment des impositions externes. Ça peut être le marché, ça peut être la famille, ça peut être nos amis. Et pour aller, le piège d'un artiste, c'est d'essayer de voir et d'achever ce que les autres attendent de nous. Eu acho que o grande desafio é nós sermos radicalmente livres, tanto no que vamos fazer, mas também a forma que vamos fazer, o caminho que vamos percorrer. Donc, le défi, c'est d'être complètement libre, pas seulement de qu'est-ce qu'on va faire, mais comment on va le faire. On va faire ces choses-là. Entender que tem coisas que precisam chegar no mundo e é através da gente e que essas coisas vão se materializar. Donc, comprendre qu'il y a des choses qui doivent arriver au monde et ça va se passer à travers nous. Que nós somos o meio, não é? Nous sommes Nem uma ponta nem a outra, mas o meio. Nous sommes ni le début ni la fin, mais le milieu, le moyen. Muito obrigado. Merci beaucoup. Liliane. C'est très riche de sens, c'est très profond ce que vous dites. Moi, je le dirais à la façon de Père Lims. À la fin du film, l'un des enfants qui rentre donc chez son père, qui est le commandant du camp militaire, dans sa pensée, il dit « Je suis un agent infiltré parmi le monde des géants ». Et moi, en vous écoutant, j'ai l'impression que les artistes sont des agents infiltrés dans le réel. Sem dúvida alguma, tem uma... Sans doute. Tem uma... Parce qu'après, il va partir dans un autre sens. Não, tem uma coisa que sempre me guiou na feitura do Perlimps, que é a ideia de que a infância é a crença de que tudo é possível, né? E que a gente cresce e essa crença de que tudo é possível, transformada numa grande esperança, fica dentro da gente como uma luz a nos guiar, né, tanto pessoalmente quanto juntos como uma sociedade, nos momentos mais difíceis de escuridão que a gente passar. Ouais, donc pour lui, c'était vraiment un guide dans Perlin, c'est de croire que dans le monde des enfants, tout est possible. Et donc, quand on grandit, on a cet enfant en nous qui va nous guider à travers le monde vraiment comme lumière, une phare, c'est ça? Ouais, phare, qui va nous guider. É isso.
Alors, il est un peu tard, et puis les journées ont été très longues. Je vois que Georges opine de la tête devant. Donc, on va... Et je ne vais pas vous faire rater votre navette pour aller vous coucher. Mais on va peut-être prendre quand même quelques questions. 2-3 questions. On a un petit quart d'heure, ça, encore? Il n'y a plus de maître des horloges, donc 2-3 questions. Et puis, on peut? C'est possible? Bon, alors... ah oui, tu es là, Philippe. Bah, écoute, il y a une question derrière. Ah, Florence. Ben, merci pour cette présentation. Mais non, je voulais juste savoir de qui étaient constituées les équipes pour les différents films, à combien de personnes vous travaillez, si tu travailles tout seul, si... Voilà. A equipe de estúdio, né? A equipe que estava comigo, sempre muito pequena. Primeiro porque eu não tinha condição de ter uma equipe grande. Mas eu acho que eu gostava de ter equipe menor. Assim. O Menino e o Mundo, eu tive... o Menino e o Mundo, tanto o Menino e o Mundo quanto o Garoto Cosmo. Les 2 premiers films, l'équipe... 10, 15 pessoas. Le studio, c'était genre 10, 15 personnes au max. Mais c'était plutôt des assistants, parce que Ale, normalement, il fait dans tous les décors et toute l'animation aussi. C'est assez incroyable. Donc, je pense que dans Perlin, c'était le premier film où il y avait des gens qui ont animé les films avec lui. Mais c'était genre 3 personnes. Ouais, genre surtout lui. Et tous les décors, il a fait. Donc, au début, parce qu'il n'avait pas le moyen de payer les gens, voilà, une question vraiment d'industrie, mais je pense qu'il s'est habitué aussi, ça fait un peu partie de son... Mas foi muito bom ter animador no Perlin. Mais il a beaucoup aimé d'avoir des animateurs dans Perlin. Bon, j'avais fait quelques plans, mais je pense surtout à Sandro Cleuso, un animateur brésilien incroyable, vraiment un des meilleurs au monde de l'animation 2D, qui avait animé Le Oiseau, le film João du Bar. C'était vraiment un soulagement de recevoir ces plans à chaque fois, parce qu'on n'avait pas de correction et ça rentrait dans le film direct. Donc, ouais, c'est très bien ça. Une autre question, oui. Bonsoir. Merci pour votre... I'm here. Is it okay for me to ask a question in English? I have a translator here otherwise. Okay. Pardon, mais on n'a pas compris. Yes, no problem. Moi, j'ai pas entendu. Je vais traduire. Je demande la question en français, en anglais, après ma femme... En français, oui. Le même système. I'm wondering if you could talk a bit about your approach to pitching your ideas, given that your approach to the work is so intuitive. I'm wondering if you faced any difficulty in presenting your ideas for financing, given the intuitive nature of your filmmaking. Il se demandait comment vous trouvez et pitchez, trouvez des financements et pitchez vos projets, étant donné que votre approche est tellement intuitive, personnelle, presque, ouais, très très intuitive, comme vous décriviez tout à l'heure. É uma boa pergunta. Sempre foi num estágio em que eu sempre comecei o filme sem dinheiro. Il a dit que c'était une bonne question. Il a toujours commencé le film sans avoir de l'argent. Voilà. No momento em que ele começa a aparecer para mim, em que eu já tenho alguma coisa para apresentar, aí eu apresento o que eu tenho, né? Às vezes um argumento. Dependendo do edital, você não precisa ter um roteiro no Brasil. Donc, le film, il commence
Il commence à le faire dès que le film le veut, disons, le projet, dès qu'il est inspiré. Mais il va parler, il va chercher de l'argent de financement quand il a quelque chose un peu plus solide. Mais par exemple, au Brésil, pour avoir un appel au projet, on n'a pas besoin d'avoir tout le scénario. Donc, Mas o Menino e o Mundo, ça suffit. primeira vez que eu inscrevi o Menino e o Mundo, a gente não ganhou. Mais Custou até o patrocínio. pour le Garçon Le Monde, par exemple, la première fois qu'il a inscrit les projets, il n'a pas eu E ninguém entendia le aquilo. financement parce que personne ne comprenait le film. Même toi, tu comprenais pas. É. Você também não entendia o filme. Mas o Perlimp já foi mais fácil, no caso, porque a gente já tinha o roteiro estabelecido, não era o final, Ouais, Perlin, estava c'était horrível. plus facile. Il n'aimait pas, mais il y avait déjà une espèce de scénario. Eu vou falar do Inter. Tá bom? E sim. Mais Terre-Mer, qu'on a fait ensemble, c'était différent, c'était intéressant aussi parce qu'on avait fait un traitement, je ne sais pas si c'est ça le mot exact, mais c'est ni le synopsis, ni le scénario, c'est vraiment le traitement, voilà, genre 20 pages à peu près. Ano, né? On a pris 1 an pour le faire, nous deux. Et Sem dinheiro. sans argent, ouais, voilà. On avait une boîte de production qui croyait au film, donc ils ont financé une partie, mais c'était pas sans. Bon, voilà, c'était une espèce de. Ils croyaient au film à la fin. Et puis, et puis on a fait l'animatique. Donc on n'a pas le scénario du film, mais on a déjà tous les films parce qu'en fait on a découvert le scénario avec les images. E quando a gente precisou de um roteiro para inscrição no a gente chamou uma pessoa para assistir o Animatic e escrever. Ouais, et puis quand on avait l'appel au projet, on avait besoin d'un scénario complet, on a demandé que quelqu'un regardait le film de l'animatique et cette personne-là a écrit le scénario. C'était pas allé, on sait pas, on n'a jamais lu ça, a gente nunca leu essa versão. Não. Non. E ganhamos o edital. Mais on a gagné le financement, donc ça a bien marché. Mais ça aussi, c'était très important d'apprendre, mais comment on fait un film d'animation. Donc les images vont aussi rajouter beaucoup de choses à l'histoire. C'est pour ça que c'est très bien. Il y avait pas mal de choses qu'on n'aurait jamais imaginées si on n'était pas en train de faire le board. Mas olha, eu acho que a gente chegou com Mãe Terra num caminho que talvez seja o melhor, porque ele tem tanto um pouco de diálogo com o Menino Mundo, com a feitura do Menino Mundo, livre, né, despojada, quanto com uma coisa mais engessada e um pouco mais organizada, quanto o Perlimps. Então, acho que quando eu falo de tese e antítese, né, a gente fez um num lado, fez outro no outro, e o Mãe Terra está sendo feito aqui. Donc, quand il parlait au tout début de thèse, antithèse, synthèse, Terre-Mer se situe vraiment entre le Garçon, le Monde et Perlimps parce que c'est dans l'univers du Garçon le Monde, de cet esprit de liberté, etc., mais avec un scénario déjà prévu comme dans Perlimps. Donc voilà, il serait impossible aujourd'hui pour aller de faire un Garçon le Monde parce qu'il est déjà une autre personne. Donc vraiment, c'est naturel qu'il y ait ce mélange entre les deux projets. Est-ce qu'il y a une toute dernière question? Oui, Émilie. Ah, mais une bien, hein. Ah, Émilie, allez, c'est toi qui termine. C'est toi qui termine. Allez. Merci. Merci pour cette conférence très intéressante. J'ai une question par rapport au court-métrage que vous avez réalisé avant Garoto Cósmico. Apparemment, il y a 3 courts-métrages, un très petit et 2 autres. Et en quoi ces 3 étapes créatives, narratives et visuelles ont un lien avec la suite de votre œuvre? Você fez antes, o que você acha que isso te leva ao Menino Mundo? Qual a relação entre esses curtas-metragens que você fez lá atrás? Olha, eu tanto Sirius, eu fiz um curta que eu comecei aos 18 anos de idade. Il a fait un court-métrage qu'il a commencé quand il avait 18 ans. Que levou 3 anos para ficar pronto. Ça lui a pris 3 ans. E Sem financiamento.
Sem financiamento. Il a fait sans financement. Son Praticamente argent, feito no meu quarto, Il né? a fait dans sa chambre, dans son temps libre. Voilà. E de uma história em quadrinho que eu tinha feito com 16 anos de idade. C'est basé sur une histoire, une BD qu'il avait fait quand il avait 16 ans. Então é praticamente um filme feito por alguém saindo quase da adolescência, né? Donc c'est pratiquement un film d'un adolescent. C'est Sirius, ça? Sirius. Sirius, Tem no meu, esse filme tem no meu canal no YouTube, quem quiser ver. Ça s'appelle Sirius et c'est sur sa chaîne. Filme feito com acetato, YouTube, com um cenário pintado com guache. Ouais, c'est fait sur de acétate, comment on dit ça? Acétate. Cellulo. Voilà, c'est sur cellulo. Eu tive a sorte peint de en viver gouache. esse momento, né, de que não tinham computadores, e eu acompanhei toda a transição tecnológica. Ouais, il Né? n'avait pas d'ordinateur, donc il a vraiment accompagné toute cette transition technologique de l'animation. Este filme ele tem como personagem central um menor de rua. Donc le personnage principal, c'est un enfant de rue, ouais. E eu acho que ele dialoga tanto com o menino e o mundo quanto com Mãe Terra, no sentido de que o menino não tem ali, ele está olhando para uma mãe. Donc ça parle avec le garçon et le monde, mais aussi avec Terre-Mère, cette histoire de cet enfant. E o projeto seguinte, o nome é Espantalho. Le projet suivant, c'est l'épouvantail, c'est ça? Épouvantail. Eu acho que ele pode dialogar um pouco com o uso da fotografia, porque todos os cenários desse filme são fotografias, eu não uso desenho, C'est un peu pintura. un dialogue avec l'utilisation de photos, parce qu'il n'y a pas de décor dans ce film. Ce sont de photos. E aí tem uma relação assim da menina em desenho se relacionando com outro personagem que é rígido em fotografia, então existe uma certa metalinguagem assim. On a déjà cette relation de la fille qui est dessinée, mais elle a une relation avec quelqu'un qui est rigide, qui est de photos. É quase como se fosse um resumo do que seria o Perlimps, né? Onde eu tenho uma menina no universo de animação e relacionando com uma senhora que está no universo realista, extremamente realista. Da fantasia, da possibilidade, do sonho. Ouais, donc toujours cette histoire de l'animation avec un rapport du rêve, de la fantaisie et pas de la réalité. Donc dans Perlins, on a un peu la même chose. Acho que é de alguma forma a perda da infância também ali nesse C'est filme. aussi la perte de l'enfance. Uhum. E aí eu então, depois dos 2 curtas, chego no Garoto Cósmico, que é em Après 2007. ces 2 courts-métrages, il arrive dans Cosmic Boy et puis dans Passo. Donc on voit déjà le design, l'aspect vraiment graphique qui est beaucoup plus Qu'on proche. retrouvera dans le Garçon et le Monde. Oui, tout à fait. Juste une dernière petite question pour ce qui me concerne. Quand vous avez fait la mise en parallèle entre Le Garçon et le Monde et Perlimps, il y a un élément entre les deux que j'ai pas vu, qui est que dans chacun des 2 films, on a dans le ciel plusieurs astres qui laissent penser qu'on n'est pas sur Terre. Alors c'est une forme de paradoxe parce que vos films sont très ancrés dans une réalité et on a l'impression qu'il y a quand même une dimension de science-fiction. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Paradoxo, porque você está mostrando uma realidade, é o que tem na Terra, mas de uma maneira que parece um pouco um filme de ficção científica. Eu acho que, além de eu gostar da ideia de me repetir, né, assim como eu mostrei ali no começo, eu gosto de ser autorreferência, assim, sempre... Au-delà de bien aimer, de faire des autoréférences, de me répéter un peu... Eu acho que a ideia do cinema de animação, principalmente, é você inventar outras formas de ver o mundo, né? Et il trouve que le cinéma d'animation peut inventer d'autres façons, d'autres formes de voir le monde. Para que a gente possa voltar a enxergar o mundo. Pour qu'on puisse revoir le monde. Então, quanto mais distante, às vezes, eu estava do mundo, mergulhando nessa aventura de criar, mais próximo eu estava do que é humano. Donc, en fait, le plus loin que j'étais dans ce processus de création, en fait, j'étais le plus proche de l'humain.
Merci beaucoup, allez. Juste, Merci beaucoup, Viviane aussi. Merci. Muito obrigado. Un grand plaisir. Muito obrigado. Désolée de la Partager faute cette soirée. de Xavier. vocabulaire. Xavier, juste un petit mot. Carole a envie de dire un petit mot par rapport au film et par rapport à ce qui se passe en France avec ce film dans les écoles, etc. Eu sou a Carole, que falou o Xavier. Merci pour ce film. Il a été montré à des milliers d'enfants en France avec une association qui s'appelle Les Enfants de Cinéma et qui était très fière de montrer votre film. Et je voulais vous dire merci parce que você tem razão. Os meninos são capazes de entender que o branco é métaphysique. Et vous avez raison, monsieur, les enfants sont capables de comprendre que le blanc, c'est métaphysique. Merci. Muito obrigado. Et bonne nuit à tout le monde, et puis à l'année prochaine. Merci encore à tout le monde.